Ça fait super longtemps que Monstre de Film a pas sorti une nouvelle vidéo, non? J'en sais rien, j'ai pas le temps de regarder YouTube, moi. Je m'ennuie. Je vais voir une nouvelle vidéo de Monstre de Film. Regarde-en une qu'on a déjà vue. Je les ai vus 3 fois. Je veux une nouvelle vidéo. Youhou. Salut les petits enfants. Alors on s'ennuie ce soir, on sait pas quoi regarder. Vous inquiétez pas, tonton Beetleflo est là pour vous divertir. Vous voulez voir une vidéo de votre youtubeur préféré? Vous voulez partir aux Maldives en classe affaires? Ou alors vous voulez transformer votre belle-mère en castor qui parle javanais? Pas de problème, je peux le faire. Et en plus, je prends pas cher. Alors appelez-moi une fois, appelez-moi 2 fois, appelez-moi 3 fois et je débarque. Si vous voulez vous amuser, si vous voulez vous éclater, y a rien de plus simple, il faut m'appeler. C'était une pub? Je sais pas. Beetleflo. Bizarre comme nom. Nom bizarre pour un mec bizarre. Ouais. Beetleflo, ça fait pas un peu nom d'aspirateur? Achetez le nouveau Beetleflo. Coucou toi. Oh, faut pas avoir peur, ma petite poule. Vous êtes qui, vous? Mais c'est le mec de la pub, là, Beetle... Il y a des mots qu'il faut pas prononcer. Bon, étant donné que vous m'avez libéré, je vous dois un service. Quel genre de service? Pour tout ce que tu veux, mon grand, hein. L'argent, le pouvoir, l'amour, le sexe. D'ailleurs, au passage, au niveau des femmes, si t'as envie de te séparer de celle-là, n'hésite pas à me la donner. Hein. Parce que tu sais, de là d'où je viens, les journées sont un peu longues, alors bon... Non mais ça va pas, je suis pas une voiture d'occasion. Oh, ça va, je te demandais, hein. D'ailleurs, au passage, peut-être que madame a envie de changer de bilboquet, t'en veux pas un plus gros? Non mais je veux rien du tout, mon mari est très bien comme il est. Enfin, il est bien. Enfin ça va, bref, on n'a pas besoin de vous. Non mais c'est vrai, retournez d'où vous venez. On vous a rien demandé. Oh, vraiment? Et t'as pas envie de me demander de la possibilité de voir le prochain épisode de Monstre de Film? Vous pourriez faire ça. Évidemment! Oh là, attends, c'est quoi ça? Oula, attends, 2 secondes. Ah là, c'est quoi ça? Oh bah t'étais là, toi. Tiens, prends ça. Bon alors, je peux tout te faire. Rémi, non. J'ai vraiment envie de voir le prochain épisode. Et tu serais prêt à pactiser avec le diable pour ça? Minute, je suis pas le diable, d'accord? D'ailleurs, au passage, si jamais vous voyez le diable, lui dites pas que je suis là, parce que depuis que j'ai fricoté avec sa petite Lilith, on n'est pas en très bon terme, il m'en veut à mort. Bon, on se le fait cet épisode? Rémi. D'accord. Alors demande-le-moi gentiment. Je veux voir le prochain Monstre de Film. En avant pour la grande éclate. Salut à tous. Vous avez pu le remarquer avec le titre de cet épisode, on ne va pas du tout parler d'un film dans lequel il y a un festin gore. Pour la simple et bonne raison que le film en question va être un monstre de l'été, étant donné qu'il n'y a pas assez d'informations dans le making-of, ou même dans des bouquins spécifiques sur sa conception, pour pouvoir en faire un monstre de film décent. Donc on fait Beetlejuice à la place. C'est ce qui arrive quand on ne regarde pas le making-of d'un film avant de dire qu'on va le faire. Beetlejuice est une comédie fantastique états-unienne réalisée par Tim Burton et sortie le 14 décembre 1988. Alors Tim Burton, ai-je encore besoin de le présenter? Y a-t-il quelqu'un dans cette salle qui ne le connaît pas? Oui, ouais, ça va. Baissez les mains, je vais faire les présentations. Tim Burton est un réalisateur, scénariste et producteur états-unien, connu notamment pour avoir réalisé des films au style gothique et fantastique très marqués, que ce soit dans ses 2 films Batman, dans Edward aux mains d'argent, Sleepy Hollow, Sweeney Todd, Dark Shadows ou encore Miss Peregrine et les enfants particuliers. Mais il est aussi connu pour des films au genre et style différents, comme La planète des singes, qui divise beaucoup et qui fut un échec à sa sortie, Mars Attacks, qu'on aura l'occasion de voir, Ed Wood, le biopic sur le cinéaste éponyme, et des adaptations live pour Disney avec Alice au Pays des Merveilles, De l'autre côté du miroir et Dumbo. Et l'étrange Noël de Monsieur Jack alors? Alors, il a produit le film et il l'a scénarisé, mais c'est pas lui qui l'a réalisé, c'est Henry Selick. Mais bon,
Ça, on verra le jour où on en parlera, parce que l'étrange Noël de Monsieur Jack, niveau film de monstre, ça se pose là quand même. Hein. Et tant que j'y pense, Tim Burton a évidemment réalisé Beetlejuice, et il a réalisé sa suite qui est sortie tout récemment, Beetlejuice. Mais pour l'instant, on va parler du premier. Donc le film commence... Hé Quoi encore? T'as vu qui a produit le film? Mais oui, c'est la Jeff Company, là, on le voit au début. Qui appartient à... Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Regarde. Godzilla, roi des monstres, La vidéo a été de nouveau bloquée. écrit et réalisé par... Donc, le film commence par survoler la ville de Winter River, dans le Connecticut, et il finit son chemin au-dessus de la maison de nom de Dieu, cette araignée est colossale. Et c'est pas dans le Connecticut, c'est en Australie, là. Mais non, c'est une maquette de la ville. Il y a eu une transition pendant le générique. Ah! Donc, nous voilà dans la maison d'Adam et Barbara Maitland, un petit couple de trentenaires heureux comme tout qui entament tout juste leurs vacances et s'offrent des cadeaux pour l'occasion. Oh, du vernis sacré de Mandchourie, mais où est-ce que t'as eu ça? Oh, génial, t'en as trouvé. Tu pourras retapisser la chambre d'amis. Oui, alors effectivement, quand on a la trentaine et qu'on est propriétaire, en règle générale, quand on pose des vacances, c'est pour faire des travaux. Et même si parfois leur tranquillité est perturbée par Jane, une agent immobilier qui veut absolument les forcer à vendre leur maison... Mais enfin, Barbara, cette maison est beaucoup trop grande pour vous deux. Elle peut abriter une famille nombreuse. Elle est pas gênée, celle-là? Ça va pour eux. Ils se rendent au centre-ville pour qu'Adam achète de la peinture, mais font plouf dans l'eau en évitant un chien qui traversait la rue. C'est le chien le plus lourd du monde? Mais non, c'est juste une question de poids sur la distance. Non mais merci, je sais. Enfin, c'est quand même vachement plus marrant d'imaginer que le chien fasse 250 kilos sans même qu'on s'en rende compte. Le petit couple rentre ensuite chez lui et constate que quelque chose ne va pas. Et en voyant ce livre posé sur la table basse, Manuel pour personnes décidées. Décédée. Décédées. ils comprennent qu'ils sont morts. Et apparemment, ils doivent rester dans leur maison. Si j'avais l'envie de sortir leur prenait, ils se retrouveraient dans un endroit désertique où vivent d'étranges créatures appelées serpents de sable et où le temps s'écoule différemment. Là, Tu es parti 2 heures. Barbara, qu'est-ce que tu racontes? Oui, tu es parti 2 heures. Quoi? Leur maison étant maintenant sans occupants vivants, Jane s'empresse de la vendre à un couple de New-Yorkais, les Dizzy. Charles est un homme d'affaires et Delia une artiste au style un peu spécial. Ah, attention avec ma sculpture. Ce n'est pas une sculpture que j'ai achetée, c'est moi qui l'ai faite. C'est mon œuvre d'art, elle est très dangereuse. Je ne veux pas mourir dans ses griffes. Qui contre-décorait la maison avec le concours de son ami et décorateur, Otto. Otto, pourquoi ne rentres-tu pas par la porte? Ça porte malheur. Mais tu lis dans mes pensées. C'est vrai. Oui, très peu de clients lisent dans mes pensées. Bien, il suffirait de remplacer le papier peint et d'abattre quelques murs, et cette maison serait presque vivable. N'ayant pas envie de passer du temps avec les nouveaux propriétaires, Barbara et Adam tentent tout ce qu'ils peuvent pour les effrayer. Roméo, Juliette. Dieu du ciel. Ce mobilier rustique est immonde. Mais comme les vivants ne voient pas les morts, c'est sans effet. En plus, il manque de voir ce qu'il y a au grenier. C'est toi qui as les clés. C'est mon cher époux qui les a. Donc, la porte se referme violemment devant eux sans l'action d'une tierce personne, et ils flippent pas. Il y a du potentiel hein, dans cette maison. J'adore, on abat un mur ou deux, on change le parquet, ça fera une Ouais. très belle pièce à vivre. Ouais. Carrément. On va voir le grenier? Ouais. On va voir les chambres. Oui, on va faire ça. Ok, on change de maison? On change de pays. Ouais. Des fantômes. C'est le couple qui est mort dans cette maison. Ils veulent nous chasser. Oui. Enfin, oui, effectivement, oui. Enfin, c'est quand même incroyable d'être aussi proche de la réalité sans même le savoir. Se sentant impuissante face aux vivants, Barbara craque et sort de la maison malgré les avertissements d'Adam. Et les voilà au pays des serpents de sable. Elle a des bollocks, la Barbara, quand même, hein. Je sais pas si Tétel serait capable de faire ça si on venait à mourir demain. Ils retrouvent le chemin de la maison avec un petit peu de sable dans le maillot et se calfeutrent dans leur grenier. Mais quelqu'un dans la maison est capable de les voir. Lydia.
la fille de Charles qui respire la joie de vivre, Ma vie tout entière est une chambre noire. Une grande, belle chambre noire. et se rue sur la porte du grenier pour y entrer avec le passe-partout que lui a donné Jane. Adam et Barbara l'empêchent de rentrer quand tout d'un coup, un drôle de mec s'agite dans la télé. Des problèmes avec les vivants? Vous voulez vous débarrasser de ces petits salopards une bonne fois pour toutes? Je vais vraiment leur foutre la trouille. En fait, je ferai n'importe quoi pour avoir du boulot. Avant de faire appel à lui, Adam propose de suivre les instructions du manuel. Alors il dessine une porte à la craie, il faut pas oublier la poignée, voilà. Et après avoir frappé 3 fois, les voilà dans une salle d'attente pour le moins curieuse. Voulez-vous une cigarette? Non, je vous remercie. Moi aussi, j'essaye de m'arrêter. Ils demandent alors un renseignement à l'accueil et apprennent qu'ils sont coincés pendant 125 ans dans leur maison et qu'ils n'ont le droit qu'à 3 rendez-vous avec leur superviseur. Avec Junon, c'est elle, votre superviseur. En fait, l'au-delà, c'est un genre de bureau de la sécu, mais en plus efficace. Bon, cela dit, le boulot a l'air d'être un peu écrasant. Je me sens un peu raplapla des fois. Bon, comme quoi, même mort, l'humour, c'est quand même important. Et puis, le tout, c'est de pas se laisser abattre. Eh, je suis sûr que le mec qui donne les papiers au secrétaire doit être plus rapide que dans l'autre monde. Bref, ils traversent un dédale de couloirs donnant l'impression d'être dans le cabinet du docteur Caligari et finissent dans une pièce qui leur est à la fois familière et inconnue. On est à la maison. Oh, c'est démoniaque. Regarde, ils ont tout changé. Et là, il y a Junon qui pop de nulle part. Combien de temps avons-nous été absents d'après toi? 3 mois. Bon, elle a pas beaucoup de temps à leur consacrer, alors elle leur donne 2 conseils. Le premier, Virez ces gens-là vous-même. C'est chez vous ici. et le second vient au moment où Barbara évoque le nom de Beetlejuice. Ne prononcez pas ce nom, jamais, ce n'est pas lui qui va vous aider. C'est une horrible crapule, il ne fera rien pour vous. J'aurais voulu éviter cette explication. Attends, elle fume de la gorge? Mais vous risquez de tomber sur lui à n'importe quel moment, alors je dois vous mettre en garde. Ah oui, d'accord, elle a été... ok. Ça doit être chiant pour plein de trucs. Et encore, vous voyez pas ce que ça fait quand je tousse. Quoique maintenant que j'y pense, c'est pas la pire chose que je puisse faire avec ma gorge. Alors, c'est qui ce fameux Beetlejuice? Eh ben, un mec qui a bossé avec Junon et qui a décidé de se lancer dans une carrière solo de bio-exorciste. En gros, il chasse les vivants. La seule façon de ramener ce monstre à la surface, c'est de prononcer son nom 3 fois de suite et il réapparaît. Je crois qu'il traîne ses bottes du côté de votre petit cimetière ces jours-ci. Et effectivement, il vit dans le cimetière de la maquette d'Adam. On a pu le voir un petit peu plus tôt, au moment où ils sont morts tous les deux. Oh, mignon, ce petit couple. Ils ont l'air bien crétins aussi. Et apparemment, il mange des mouches. Allez, approche-toi. Allez, à table. Ah, la mouche dit « Au secours, lâchez-moi » Ah la vache, c'est glauque. Je pense que quand je verrai une mouche se coller sur du papier cet été dans la cuisine, je vais pas la voir de la même manière. Hein. La nuit venue, alors que Charles tente de persuader son patron d'acheter dans le coin, d'étranges bruits se font entendre. Bravo Lydia, je te trouve très amusante. Ta maman sera très mécontente que tu fasses des trous dans des draps à $300. Et ben, ils sont vraiment pas doués pour ça. Et puis en plus, ils se font photographier par Lydia qui pense que ce sont ses parents. Sauf que... Y a pas de pied. Vous êtes les gens qui habitaient dans le grenier? À quoi vous ressemblez là-dessous? Tu n'as pas peur? J'ai pas peur d'une paire de draps. Bon, en soi, elle a pas tellement tort. Mais t'as pas peur? J'ai pas peur d'un drap, mec. En plus, tu pues. Oula. Bah, t'as pas peur? Je n'ai pas peur d'une citrouille non plus. Bon, un épinard, à la limite, je dis pas. Ok. Un salsifis, rien que d'en parler, j'ai les poils. Ok. D'une citrouille, s'il te plaît. Et puis, de toute façon, elle se doute forcément de quelque chose, étant donné que pendant qu'ils étaient partis, elle a forcé la serrure du grenier et a découvert non seulement la maquette de la ville d'Adam, mais aussi le livre pour personnes décédées. Eux, de leur côté, sont vachement surpris que quelqu'un puisse les voir. Comment se fait-il que personne d'autre puisse nous voir? Les êtres humains ne comprennent rien à l'étrange et au surnaturel. Comme je suis moi-même
étrange et surnaturel. Tu vas surtout prendre une grande tarte dans le nez, l'ado rebelle LGBTQ+, émo, gothique, steampunk, là. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu mélanges tout et ça veut rien dire. M'en fous. Maintenant que je suis le père d'une petite fille, je dois devenir hermétique à tout ce qui est nouveau, aux jeunes, à tout ce que je comprends pas. Je dois boire du Ricard et porter des charentaises, et je dois dire que le réchauffement climatique, c'est des conneries que le gouvernement invente pour nous ponctionner plus de fric. Ce qui est pas faux, tu me diras. Putain, la vache, la transformation, ça va vite, hein. C'est bon, t'as fini là? Attends, il y a un autre truc qui vient, là. Attends. Ah! Alors, je suis pas raciste, hein, mais finalement, une amitié naît entre eux. La preuve, ils lui montrent officiellement le grenier et lui font part de leur volonté. Vous obligez à partir, on veut plus que vous soyez là. Vous connaissez pas bien les Dizzy? Mon père a acheté cette maison, il ne quitte jamais ses propriétés. Mais c'est pas avec leur méthode qu'ils vont les dégager. Allez, si vous êtes de vrais fantômes, je peux vous dire que le coup des draps c'est un peu démodé. Ça marche plus. Le lendemain, la petite tente de persuader sa mère qu'il y a des fantômes dans la maison, mais elle y croit pas une broque. Des fantômes. Tu veux me faire croire qu'il y a des fantômes ici? Tu les as pris en photo. Je leur ai dit que t'étais trop conne pour avoir peur. Je t'interdis de parler de moi en ces termes. Eh ben, si j'avais parlé sur ce ton-là à ma mère quand j'étais ado, il aurait fallu par la suite que je loue les services d'une infirmière pour pisser. Et puis de toute façon, elle prépare un dîner spécial, alors elle a pas que ça à faire. Et comme personne ne croit plus aux fantômes et que les 10 spectres ne savent pas faire peur, il va falloir faire appel à un professionnel. Et comme celui-ci leur fait justement signe, Barbara dit Beetlejuice 3 fois et les voilà dans la maquette. Plus précisément devant la tombe de Beetlejuice. Bon, ben il est où? Qu'est-ce qu'on fait? On fait pas plus clair. Ils creusent le carton et la mousse et finissent par tomber sur un cercueil un peu agité. Et là s'ensuit une conversation lunaire où Beetlejuice tente une approche avec Barbara, Donne envie de vous embrasser. Excusez-moi. présente son cursus, C'est une possession, je le savais. Semer la mort, jeter des sorts, envoûter des copains. Ah oui, j'ai fait lettres, diplômé d'Harvard et après j'ai beaucoup voyagé. J'ai traversé la grande peste noire et je me suis bien éclaté. J'ai vu l'exorciste 2747 fois. À chaque fois je me marre comme un bossu. Qu'est-ce qu'elle est chouette ce film, nom de Dieu. Sans oublier que vous parlez à un type qui est complètement mort. Alors ça vous va? J'ai les qualifications. Voilà. Je préférais vous jouer la scène parce que si on l'avait mise en entier, on aurait été striké. En fait, j'aimerais savoir si vous pouvez faire peur. Vous allez me dire? Vous aimez? et finalement il regrette assez vite d'avoir réveillé un mec aussi dingue et instable. Alors ils repartent. Maison. Barbara! Explique-moi comment t'as fait ça. En laissant Beetlejuice seul comme un con. De la merde, ta maquette! Mais l'expérience a donné une idée à Barbara pour effrayer les Dizzy. Alors le soir venu, tandis que la famille reçoit Bernard, l'agent de Delia, ainsi que Grace, sa femme, et puis Beryl et Otto, et que les conversations sont aussi bizarres que la déco de la pièce... Je ne savais pas que vous vous intéressiez au surnaturel. Ah non, mon cher, vous voulez plaisanter. Jusqu'à ce que cette science tombe en désuétude. Les types de votre genre sont également tombés en désuétude. Elle sort toute seule la nuit dans l'espoir de se faire violer, mais il ne lui arrive rien. Elle est bonne. Elle est bonne. Delia se met tout à coup à pousser la chansonnette. Et tous, à l'exception de Lydia, la rejoignent sans savoir comment ni pourquoi dans une chorégraphie endiablée qui se termine avec un bouquet final. Allez, je vous aide pour celle-là. Tapez sur internet bouquet crevette. Vous allez voir, la crevette bouquet, c'est un genre de crevette. Retenez ça parce que ce sera peut-être une question dans Culture avec un G. Si vous connaissez pas Culture avec un G, c'est notre 3e chaîne YouTube. N'hésitez pas à y faire un tour si vous avez envie d'apprendre des choses en vous amusant. Et voilà une pub bien placée au bon endroit. Sauf que, au lieu de leur faire peur, ça leur a donné des idées. Il voudrait que vous veniez les rejoindre. Delia dit que vous pouvez choisir les draps qui vous plaisent. Des idées mercantiles. On peut faire un max de pognon avec leur numéro. Il y a des magazines qui paieraient 50 000 $ pour avoir la preuve de la vie après la mort. Surtout que la femme du patron de Charles est folle de paranormal. Alors il y a moyen de faire d'une pierre deux coups. Seulement Barbara et Adam sont vexés de ne pas leur avoir fait peur, alors ils refusent de descendre.
Ce qui laisse penser aux invités que leurs hôtes se sont foutus d'eux. Alors ils quittent la maison sur le champ et Bernard en profite pour mettre un petit taquet à Delia. Vous êtes une folle. Vous avez toujours été dingue. Si vous voulez effrayer vos contemporains, faites-le avec vos sculptures. Donc, essayons de résumer un peu tout ce bordel, d'accord? Nous avons des gens qui ont été forcés par des fantômes à danser et à chanter sur Day-O de Harry Belafonte. Et ils en redemandent. Et en même temps, on a des gens qui ont été forcés par des fantômes à danser sur Day-O de Harry Belafonte et qui ne croient pas plus aux fantômes. Qu'est-ce qui tourne pas rond chez eux, en fait? Mécontent d'apprendre que les fantômes ne veulent pas obéir, ils montent au grenier. Et comme cette fois la porte s'ouvre, ils découvrent la maquette d'Adam. Je rêve, c'est une maquette de la ville. Sans se faire remarquer, Otto s'empare du livre pour les personnes décédées, et comme il n'y a personne là-dedans, le groupe redescend. Sauf qu'à l'étage en dessous, Beetlejuice les attend. Heureusement, Barbara arrête tout. Seulement, Lydia pense que l'idée vient d'eux. Alors elle se rue dans sa chambre pendant que le petit couple fait le bilan avec le bio-exorciseur qui est de retour dans la maquette. Commencez à me gonfler! On n'interrompt pas un professionnel pendant le travail! Je veux plus faire de business avec vous, bande de nullards. La seule personne là-dedans que j'arrive à supporter, c'est la petite qui s'habille en noir. Comme par miracle, un bordel apparaît, ce qui l'occupe un petit peu pendant que les deux tourtereaux de l'autre monde atterrissent dans le bureau du nom qui a pas mal à faire avec de nouveaux arrivants. Entraîneur, où sont les toilettes, s'il vous plaît? Je ne suis pas votre entraîneur, il a survécu, lui. Ce qui ne l'empêche pas de leur passer un savon. Est-ce que vous vous rendez compte que nous risquons de révéler qu'il y a une vie après la mort? On m'a rapporté que vous avez eu la bêtise de vous laisser photographier. Et en plus, Otto s'est emparé du manuel. Une fois les remontrances faites, il lui montre les têtes qu'ils se sont préparées pour faire peur aux Dizzy. Et ensuite, les voilà de retour dans le grenier, où Lydia, venue à la base leur apporter une lettre expliquant qu'elle va se suicider, est tombée sur Beetlejuice qui lui fait deviner son nom en vue de le libérer. Tu sais jouer aux charades? Ouais. Ah, super, super. John, Paul, George et Ringo. Beatles. Beetle à l'orange. Jus de Beetle. Voilà, essaye à l'envers. Beetle jus. Oui, oui, à l'anglaise. Beetle juice. Heureusement, Adam et Barbara sont arrivés à temps. Enfin, plutôt giga gueule et naseau d'acier. Il la dissuade de faire appel à lui et de mettre fin à ses jours, accessoirement, et lui annonce qu'ils veulent bien que sa famille reste. Sauf que Charles, Otto et Delia ont d'autres plans pour eux. Charles a invité Maxidine et sa femme, et leur propose d'investir dans la ville pour en faire une zone touristique, et accessoirement de voir les fantômes. C'est plutôt compliqué, mais je devrais y arriver. De toute façon, je vois pas pourquoi je m'inquiète, t'as même pas foutu de changer un pneu. Alors ça, pour dire à un mec que c'est un bon à rien, c'est pas mal, mais il y a vachement mieux. Tu serais pas foutu de vider l'eau d'une botte même si les instructions étaient sous la semelle. Ça permet en plus de dire que c'est un con. Alors Otto se lance dans une cérémonie de résurrection en utilisant les tenues de mariage d'Adam et Barbara. En cet instant solennel, ressuscite les morts. Ouais, c'est sûr qu'avec la voix de Richard Darbois, ça en jette. Et les incantations fonctionnent bien, parce que voilà les deux tourtereaux ramenés à la vie sous les yeux ébahis de l'assistance. Oula, vaut mieux pas que je meure, moi, hein, parce que si on me ramène à la vie dans mes vêtements d'il y a 10 ans... J'ai peut-être un petit peu pris ces 10 dernières années. Le problème, c'est que le décorateur s'est un peu enflammé en invoquant le couple, et que la petite fête est en train de virer au cauchemar, voire même à l'exorcisme. Et si les deux osios continuent de vieillir, ils vont finir par disparaître pour de bon, et aller là-dedans. Ça, c'est la chambre des âmes perdues. La chambre où l'on met les fantômes qui ont été exorcisés. Ça laisse bouche bée. Alors voyant qu'Otto est complètement dépassé... Tous les morts, les damnés de l'enfer, reviennent sur la terre. Faudrait peut-être faire un peu gaffe avec les incantations, là, non? Non, parce que tous les morts et les damnés de l'enfer reviennent sur la terre, je suis pas sûr que ce soit une bonne chose, hein. Parce que tous les morts reviennent, déjà, on a vu ça dans plein de films de zombies, c'est pas tellement génial.
Et les damnés de l'enfer qui reviennent sur Terre, dans Doom, c'est pas terrible, hein. Esprit des enfers, je vous invoque, vous, toutes Tu peux y aller mollo avec les incantations, là? Pourquoi? Mais parce que tu nous ramènes tout et n'importe quoi. Il y a Landru qui s'est établi dans le quartier là-bas, il y a le docteur Pétiot qui a ouvert un cabinet dans la ville d'à côté, et puis il y a un tout petit moustachu bien vénère qui est en train de se porter candidat à la mairie. Alors c'est bon, là, on arrête. Un petit moustachu? Oui, un petit moustachu bien vénère. J'aime bien les petits moustachus. Mais je m'en fous que t'aimes bien les petits moustachus. Arrête de ramener tout le monde à la vie. Ok. Pardon. Petit moustachu. Merde. Lydia demande de l'aide à Beetlejuice. Il accepte à une condition, qu'elle l'épouse. Et elle est d'accord avec ça. En avant pour la grande éclate. Et voilà Beetlejuice de retour dans notre monde. Attention, bande de lasbrock. Le dingo se débarrasse des friquets. Rétablit la mort des deux amoureux. File une frousse de tous les diables à Otto en lui faisant porter des vêtements normaux. Et réunit témoins et curés aliens de l'outre-monde pour le mariage. Lydia essaie de dire Beetlejuice 3 fois, mais celui-ci l'en empêche et parle à sa place. Je m'appelle Lydia et je prends pour mari cet homme qui est ici près de moi et que j'aime. Ça me rend heureuse. Oh oui, c'est fou ce que je suis amoureuse de lui. Ouais, la notion de consentement, il en a un peu rien à foutre. Ensuite, c'est Adam et Barbara qui tentent le coup une fois revenus à leur état normal, mais impossible de vaincre Beetlejuice. Les pouvoirs qui me sont conférés. Stop! Au revoir. Beetlejuice! Beetlejuice! Non, c'est pas vrai. À moins d'avoir un serpent de sable. Et comme Barbara est expédiée dans le désert où ils vivent par le marié, elle dompte la bestiole et lui fait gober le vilain fantôme. L'occasion permet aux Dizzy de voir les Maitland, et tout ce petit monde finit par vivre sous le même toit, dans la joie et la bonne humeur. Vivre ensemble. Ce truc se lit comme un manuel d'instruction en électronique. Oh, ça déménage là-haut. Tout le monde? Enfin, presque tout le monde. Comment en avez-vous été réduit à réduire les tronches? Oh, mais c'est Elvis, salut le King! Oh, mais qu'est-ce que vous faites là? Et vous me salopez mon brushing, ne décollez pas, et oh! Beetlejuice est, comme la plupart des films des années 80, un ovni. Autant sur le plan scénaristique que sur le plan visuel. Et j'imagine ce que ça a dû donner d'aller voir un producteur et de lui demander de financer un film comme ça. Donc, tu voulais me parler d'une idée de scénar que t'as, là? Exactement, écoute. Ce serait l'histoire d'un couple qui meurt dans un accident de voiture. Okay. Ils hantent leur maison pendant 125 ans, mais sans sortir. S'ils sortent, ils se retrouvent dans un désert de sable, sur une des lunes de Saturne. Okay. Entre-temps, il y a des gens qui vont habiter leur maison. Mais ils n'aiment pas vraiment ceux qui sont à l'intérieur, mais ils ont une fille, et cette fille, elle voit les morts. Donc du coup, ils se font potes avec. Ensuite, ils appellent le mec mort, là, Beetlejuice, qui lui prétend pouvoir les aider pour se débarrasser des vivants. Mais tout ça, okay, imagine tout ça dans un décor typique gothique, impressionniste, allemand. J'ai pas compris, là. Tout ce bordel, c'est un seul et même film? Un seul et même film. Ok, vas-y, feu, t'as le budget. Oh, cool, merci. J'ai rien compris. Le film est un mélange des genres que Tim Burton est un des rares à savoir conjuguer correctement. Mais il aurait pu être vachement différent s'ils avaient gardé le scénario de base. Déjà, il se serait même pas appelé Beetlejuice. Les studios voulaient l'appeler Ghost House, traduisez fantôme de maison. Alors Tim Burton, en rigolant, leur a dit pourquoi pas Scare Shitless, et les mecs ont dit waouh, on adore. Alors Scare Shitless, j'ai pas trouvé de traduction vraiment précise, mais en gros c'est effrayant Sandra. Enfin Sandra, pas Sandra le prénom, Sandra sans les draps qu'ils portent dans le film. Et comme les studios ont aimé, en fait Tim Burton s'est rendu compte que le second degré c'était pas tellement un truc qu'il pratiquait, donc il a bataillé ferme pour que le film s'appelle Beetlejuice. Le script original était très violent. L'accident des Maitland devait être différent et bien plus macabre. En gros, un chauffard en camion devait leur rentrer dedans et ils auraient dû porter les traces de l'accident tout le long du film. Il était notamment question d'un bras arraché pour Barbara.
Lydia, qui souhaite se suicider, aurait dû mourir par le feu. Beetlejuice aurait pu être un démon ailé qui se transforme en un petit bonhomme du Moyen-Orient sous sa forme humaine, qui a soif de sang et qui aime les rapports non consentis. Alors le démon ailé qui devient un petit bonhomme du Moyen-Orient façon « Bienvenue à Agrabah, cité de la magie noire, de l'enchantement », ça n'a pas été gardé. Par contre, le côté un peu lubrique, qui a envie de coucher avec tout et n'importe quoi, ça ils l'ont un tout petit peu conservé. Parce qu'il est quand même vachement tactile, Beetlejuice, hein. Et il se prend pour un beau gosse. Et comble des combles, Tim Burton voulait que Sammy Davis Jr. joue Beetlejuice. Alors, c'était un artiste complet, il chantait, dansait, jouait, faisait des imitations et jouait de plein d'instruments. Mais au moment du tournage de Beetlejuice, il avait 62 ans. Donc, les studios ont dit non. Et c'est pas plus mal, je pense. Parce que Michael Keaton a fait un boulot formidable. Même si d'après ses dires, il a pas compris le rôle au premier abord et a même failli passer à côté, il a finalement réussi à cerner le personnage à force d'explications et il s'est tellement pris dedans qu'il a improvisé une grande partie de ses dialogues. Finalement, Tim Burton a demandé à ce que le scénario soit beaucoup plus proche d'une comédie noire que d'un film horrifique, et le résultat est celui qu'on connaît. Tout l'univers de Burton est là. Les personnages exubérants, l'ambiance gothique, le style inspiré de l'expressionnisme allemand, et même la musique de Danny Elfman. Ces couloirs par exemple, ils sont clairement inspirés du cabinet du Dr Caligari. L'histoire du film est originale. L'idée de faire de l'au-delà un genre de bureau de la sécu qui traite les morts un par un avec des rendez-vous et un manuel à lire pour savoir comment gérer leur vie de mort, c'est un vrai délire d'imagination. En plus, les gens restent dans l'état où ils étaient quand ils sont morts. Et ça donne quand même des situations cocasses. Il y en a un qui s'est fait attaquer dans son duvet par un crotal, l'autre a avalé un os de travers, un autre a un requin sur la jambe, il y a une nana qui s'est fait couper en deux par un magicien un petit peu trop sûr de son tour. Mais le pire, c'est que ça, c'est que les patients. Le personnel est haut en couleur aussi quand on y pense. D'ailleurs, c'est dingue de présenter la mort de cette manière. Quelque part, ça exorcise un peu la chose. Vient ensuite l'arrivée de cette famille que rien n'effraie. Et dans cette famille, il y a ce personnage qui est commun à la plupart des films de Burton. Ce personnage qui est en décalage avec tout le monde. Ça m'est venu en écrivant l'analyse du film, mais je me suis dit, c'est marrant quand on regarde bien, Édouard de Main d'Argent, Big Fish, Alice au Pays des Merveilles, Big Eyes, Dumbo. Souvent dans ces films, il y a un personnage qui est en décalage par rapport au décor ou par rapport aux autres personnages. Un personnage dont on se demande d'où il vient parce qu'il dénote complètement du reste. Donc j'aime ce film et je le revois avec plaisir, mais je dois avouer que plus le temps passe et plus je deviens tatillon avec. Il y a des petites choses qui me gênent au niveau cohérence. Le fait qu'Otto prenne le livre pour personnes décédées par exemple. Comment se fait-il que ce bouquin soit tangible? C'est un livre pour les morts. Il n'y a que eux qui devraient le voir et le toucher, non? Et comment se fait-il que Otto soit capable de faire un exorcisme à partir du livre? Non mais c'est vrai, moi quand j'achète un four par exemple, dans le manuel il n'y a pas une notice pour dire comment faire cuire quelqu'un dedans. Alors pourquoi dans un livre pour les morts, il y aurait des incantations pour faire des résurrections ou carrément des exorcismes? Enfin, du peu que je sache, c'est pas les fantômes eux-mêmes qui font des exorcismes. La mise en scène de Burton est glauque et amusante à la fois. J'ai toujours aimé le générique avec cette transition discrète qui fait passer le plan de la ville à celui de la maquette. Quelque part, on passe de la vie réelle à la nature morte. Ça présage un peu de ce qui va se passer tout au long du film. Dans le même genre, il y a le pont rouge, qui dénote complètement du reste du décor où tout est blanc et vert. C'est le seul élément rouge. Alors je sais pas si ça a été fait exprès, mais je vois ça comme un espèce de symbole entre la vie et la mort. Il y a aussi tous ces éclairages soudains lorsque la conversation ou l'action prend un tournant. Quand Junon parle de Beetlejuice, le bleu du décor s'efface et laisse place à une lumière jaune-orange qui les éclaire par en dessous. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que même Adam et Barbara ont l'air de chercher d'où elle vient. D'ailleurs, le bleu est omniprésent dans le film. En même temps, c'est une couleur qui évoque le froid, la mort, mais aussi le rêve, l'autre monde. On le voit aussi bien sur les plans de la maison de nuit que dans les pièces rénovées ou dans le grenier. Bref, il est partout. Je pense que ça doit avoir une symbolique. Parce que dans la vraie vie de la réalité véritable, les nuits bleues, ça n'existe pas tellement. Mais dans l'autre monde, c'est pas la seule couleur. Le vert est omniprésent, par exemple. Le même vert qui prend le pas sur le bleu lors de la résurrection à la fin. Et je pense que c'est pour ça que Beetlejuice est verdâtre lui aussi. Tout ce qui touche au monde des morts est verdâtre. Et d'ailleurs, Beetlejuice, mais quelle poilade celui-là. Le mec est hideux, repoussant, beauf, lubrique. C'est un vrai personnage de cartoon qui a des pouvoirs infinis. Et d'ailleurs, il y a eu un dessin animé Beetlejuice. Et il avait la même voix, celle de Mario Santini. Et qu'est-ce que ça passait bien. Hé, poupée, quelle imagination tu as! Malheureusement, il est décédé il y a quelques temps. Et ça, c'est bien dommage, parce que sans sa voix, Beetlejuice, c'est pas pareil. On envoie la sauce. Ah, et il y a aussi un acteur-chanteur atteint de nanisme et de microcéphalie qui se fait appeler comme ça. C'est pas super passionnant, mais c'est pour l'anecdote. Avant de vous parler des effets spéciaux, je voulais remercier Sirophant de la chaîne Les Souvenirs de Sirophant, que je vous invite à aller voir, parce que sans lui, j'aurais eu zéro information sur Beetlejuice. Je vous explique très brièvement.
Depuis très longtemps, j'ai Beetlejuice en DVD. Il n'y a aucun bonus dessus. Je me suis dit, bon, c'est pas grave. Sur la Fnac, il y a un super coffret collector 4K, Blu-ray, machin. Il y a marqué bonus derrière. Ok, pourquoi pas. Sauf que les bonus, 3 épisodes délurés de la série animée Beetlejuice. On n'en a rien à foutre de la série animée Beetlejuice. Pour faire un épisode de Monstre de film, c'est de la pisse. J'aimais bien le dessin animé quand j'étais gosse, mais là, ça me sert à que dalle. Alors du coup, c'est vachement bien, hein. T'es là, oh là là, coffret 4K, oh, ouais, vachement beau. Après, t'as un truc comme ça, tu te dis, oh putain, c'est vachement bien, il y a peut-être un livret avec des informations. Donc déjà, le truc, c'est tellement mal branlé quand tu l'ouvres. Tiens, je fais un unboxing, là, des conneries, là, sur YouTube qu'on voit des fois, là. Donc t'ouvres le truc, déjà, une fois sur deux, tu le déchires, c'est vachement bien. Donc après... Le poster du film, bien sûr, si t'as de la place chez toi, si t'en as pas, tu te le roules en cornet. Après, là, il y a un petit livret, mais bon, le livret, il est en anglais, si jamais t'es une buse, bah ça c'est pareil, tu te le tailles en biseau. Alors, on te montre les personnages avec une petite phrase, hein, Watch out, she'll take your head off. Ouais, c'est vachement bien. Du coup, ça te sert à rien, tu sais pas comment ça a été fait, ce truc-là, c'est complètement nul. Et après, t'as des photos du film, de la réalisation, tout ça. Donc là, il y a Burton avec la caméra, je sais pas si on voit bien sur le retour, voilà. Donc c'est super, ça sert à rien. Hein, t'as des photos, c'est des passages du film, mais du coup en moins bien, parce que toi, tu l'as en 4K sur ta télé. Donc du coup, tu t'en fous. Hein, donc le coffret collector de la Fnac, c'est pas ouf du tout. Tant que j'y pense, je tiens à remercier aussi le site internet Horror Fame, parce que dessus, il y a l'interview d'un des membres de l'équipe technique qui a bossé sur le film à l'époque. C'est un petit peu grâce à Siro et à ce site internet que j'ai réussi à vous faire un épisode à peu près décent. Beetlejuice a coûté pour l'époque entre 13 et 15 millions de dollars. Encore une fois, les sources ne sont pas d'accord entre elles, mais ça tourne autour de ça. Sauf qu'il a rapporté 74 millions rien que sur le territoire américain. Alors pour le coup, il n'y a pas le reste du monde, je sais pas pourquoi. En revanche, je sais qu'en France, il a fait un petit 650 000 entrées, ce qui est léger mais correct. Pour les effets spéciaux du film, Burton voulait absolument du fait main et de l'effet pratique. De toute façon, son budget lui aurait pas permis de faire appel à ILM, société fondée par George Lucas en 1975. Je crois que je me suis gouré de chaîne. Encore une fois, on est dans un film qui a employé toutes les techniques d'effets spéciaux existantes. Bien sûr, du fait de l'âge et du type de technologie qui ont été employées, le film ne vieillit pas si bien que ça. Et il peut même rebuter les nouveaux spectateurs qui pourraient le trouver désagréable à voir. Burton a fait appel à Bob Short pour les effets de maquillage, qui a bossé sur des petites productions comme Piranha et l'Incroyable Alligator, mais aussi sur des films de plus grande envergure comme Star Trek, Splash, Cocoon et Orca. Et pour la séquence en stop motion du serpent, il a fait appel à Ted Ray, qui, en plus d'avoir travaillé sur des films comme Terminator, Freddy 5, La Passion du Christ, Apocalypto et La La Land, a participé aux effets de stop motion sur Les Dents de la Mer 3 et 4. Et il est écrit sur Internet Movie Database qu'il n'a pas été crédité au générique des 2 films. Et je pense savoir pourquoi. Parce qu'à mon avis, pour Les Dents de la Mer 3, il faisait partie de la première équipe qui a été virée par Alan Landsberg. Et dans Les Dents de la Mer 4, il a fait partie de l'équipe qui a fait la mort initiale du requin, qui a été complètement remplacée et retournée. Du coup, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est vraiment une mauvaise chose qu'il n'ait pas été crédité dessus ? Si on exclut les décors grandeur nature construits pour le film, que ce soit la maquette, les bureaux de l'au-delà, la salle d'attente, les couloirs qui font des dingueries avec les perspectives, la maison des Maitland et la couverture du pont qui a été difficilement construite sous les intempéries, on trouve le décor du désert de sable. C'était un décor en perspective forcée de 3 mètres de profondeur, dont le sol était couvert de 8 tonnes de sable jaune prévu pour les aquariums, et dont le fond était une toile peinte. Les prises ont alterné entre les acteurs qui courent sur le sable et des plans d'une maquette de serpent de sable d'1 mètre de long animée en stop motion. La stop motion, pour ceux qui auraient oublié ou alors qui ne connaissent pas, c'est cette technique d'animation ancestrale qui consiste à prendre image par image l'animation d'une maquette dans un décor qu'on vient rajouter ensuite sur le plan final du film. Ça ressemble à peu près à ça. Et puisqu'on en parle, d'autres plans ont été faits en stop motion. Celui de la transformation de la cheminée, par exemple. Le plan dure à peine 2 secondes, et il a été fait avec plus d'une trentaine de cheminées se transformant au fur et à mesure. Lorsqu'Adam et Barbara procèdent à leur transformation monstrueuse, ils ont aussi utilisé de la stop motion. Cela dit, le reste du temps, les acteurs portaient simplement des masques. Pour la scène où Beetlejuice attaque tout le monde en serpent, l'équipe a employé plusieurs techniques.
D'abord, un serpent un peu bizarre a été fabriqué, sauf que Burton voulait qu'il ait les traits de l'acteur qui allait jouer Beetlejuice. Sauf que Keaton a été choisi sur le tard, alors l'équipe a dû fabriquer une tête animatronique plus ressemblante, dont les expressions des yeux et de la bouche étaient animées par 2 servomoteurs, et ils l'ont utilisé avec la voix off de Keaton pour que les mouvements des lèvres correspondent au dialogue du film. La scène a ensuite été réalisée en stop motion dans un modèle réduit de la maison, qui a été rajouté par effet de cache et de fond vert sur le décor grandeur nature. Si vous faites bien attention, on voit que la tête a été rajoutée, au moment où le bras de l'acteur passe à côté. D'ailleurs, pour les interactions physiques avec les personnages, l'équipe a fabriqué la rampe en serpent, et la queue qui lui permet d'attraper Charles ou de frapper Otto. Pour la scène où Gina Davis s'arrache le visage, l'équipe des effets spéciaux a moulé son visage avec une grimace et ils l'ont collé sur un crâne de squelette. Pour la scène où elle tient la tête coupée de Baldwin, l'équipe a joué sur les coupes et sur les effets. Dans le premier plan, elle tient une reproduction de la tête, mais sur le plan suivant, il s'agit vraiment de la tête de l'acteur, sur le cou duquel a été fixée une plaie béante, et son corps était caché derrière un fond noir. Quand il marche dans cette scène, qui dure à peine 2 secondes, c'est en fait un opérateur sur un chariot qui fait bouger les bras. Parmi les quelques effets physiques, on peut compter des gants de crevettes pour la scène du repas, et la mâchoire du serpent de sable qui a à la fois servi à Gina Davis pour savoir où frapper, mais aussi à la fin pour défoncer le plancher et attraper Beetlejuice. Simple, mais efficace. Il y a autant de techniques de pointe que de système D dans ce film. Dans une interview, Keaton explique qu'il a pris du plaisir à jouer Beetlejuice malgré les 3h30 de maquillage qu'il devait se taper tous les jours. Pour l'enlever, c'était apparemment qu'1 heure. C'est mieux, mais c'est un peu long quand même. Le plan de sa tête qui rétrécit dans la salle d'attente a été obtenu en superposant 2 plans. Le premier, celui où Keaton est assis dans le canapé, et le second a été tourné à part, et c'est juste la tête de l'acteur qui a été filmée. La caméra a fait un énorme dézoom tout en reculant, ce qui fait croire que la tête rétrécit. Même travail quand elle tourne sur elle-même. Dans la salle d'attente, il y a de tout. Des gens maquillés avec des prothèses, et des mélanges de comédiens et d'animatroniques. Le chasseur à la tête réduite par exemple, c'était un opérateur qui faisait bouger la tête, tout en étant caché dans le buste et assis dans le canapé. Pareil pour l'assistante du magicien coupée en 2. Une actrice faisait la tête et l'autre les jambes. Le mec carbonisé était joué par un opérateur caché derrière le canapé dont la tête passait à travers le dossier, le reste étant une marionnette. Et pour le mec raplapla, il y avait l'acteur dans un costume de mec écrasé et une variante pour les plans larges ou pour le faire passer dans la fente. Avant de vous parler de la musique, je vous fais un petit rappel pour éviter les strikes de la vidéo et aussi la démonétisation. On va parler succinctement de la musique du film dans l'épisode, mais on va en parler beaucoup plus en détail dans une vidéo qui va sortir en parallèle. Au moment où vous regardez la vidéo là, la vidéo qui parle de la musique est déjà sortie. Donc si la musique vous intéresse, n'hésitez pas à aller la voir, enfin plutôt à l'écouter. Quand on a parlé de Van Helsing, je vous ai dit que Alan Silvestri était mon 2e compositeur de musique de film préféré. Eh bien le compositeur de Beetlejuice s'avère être le 7e sur la liste. Danny Elfman est un compositeur états-unien de musique de film qui commença sa carrière en devenant membre puis meneur du groupe The Mystic Knight of Oingo Boingo. Par la suite, il commença à composer des bandes originales de films et a été remarqué par Paul Rubens, alias Pee Wee Herman. Celui-ci le présenta à Tim Burton, avec qui il se lia d'amitié et composa les BO de tous ses films, à l'exception d'Deadwood, Sweeney Todd et Miss Peregrine et les enfants particuliers. Et parmi les films de Burton qu'il a sublimés de sa musique, on peut compter Mars Attacks, Édouard aux mains d'argent, Charlie et la chocolaterie ainsi que les 2 Batman, mais il a aussi bossé pour Sam Raimi, notamment sur Evil Dead 3, Darkman, ses 2 films Spider-Man, mais aussi Le Monde Fantastique d'Oz et Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Au niveau super-héros et adaptation de comics, il a aussi fait les bandes originales de Hellboy 2, Avengers l'ère d'Ultron et Justice League. Niveau film de monstres, il a travaillé sur la saga Men in Black, Wolfman de Joe Johnston, L'étrange Noël de Monsieur Jack, dont il a d'ailleurs chanté certaines chansons, le Hulk d'Ang Lee et 65 La Terre d'avant. Il est aussi à l'origine de super thèmes de séries télé, comme celui des Contes de la Crypte, des Simpsons, de Desperate Housewives, du dessin animé Batman, et de la toute récente série Mercredi. Et il a même composé les bandes originales des 2 jeux Fable. Enfin bon, on va pas épiloguer sur sa carrière, parce que sinon on n'a pas fini. Le fait est que ce qu'il a fait sur Beetlejuice est génial, et quand on y pense, c'est aussi gothique que ce qu'a fait Tim Burton. À partir du moment où on voit un ou des fantômes, il casse toujours une ambiance surnaturelle avec des morceaux vraiment glauques. Qui prennent une ampleur tellement mystique et effrayante dans le dernier acte. Bien entendu, il y a bien sûr des thèmes attribués à certains personnages, le premier étant celui de Beetlejuice, qui fait l'ouverture du film.
Mais il y en a aussi un autre qui me fait penser à un genre de tango machiavélique. Lydia a un thème mélancolique et macabre qui est, comme elle le dit, étrange et surnaturel. Le serpent de sable aussi a un thème. On l'entend peu, mais c'est une horrible dissonance d'instruments qui sonne comme des alarmes de l'autre monde. Ce qui me surprend par contre, c'est que j'ai pas trouvé de thème attribué à Adam et Barbara. On les entend tour à tour sur des thèmes un petit peu enjoués, ou alors sur des thèmes plus éthérés, mais il n'y a pas vraiment de leitmotiv caractéristique. Après, ça n'empêche que la bande originale est très bien. Et d'ailleurs, puisque j'en parle, ce qui est assez amusant, c'est qu'au moment des projections test du film, il n'y avait pas la musique. En tout cas, sur les premières. Et les réactions ont été relativement mitigées. En revanche, quand ils ont fait les projections test avec la musique, là par contre, les spectateurs ont été vachement plus positifs sur le film. Comme quoi, ça change beaucoup de choses. Le casting compte des têtes qui sont encore pas mal connues aujourd'hui, et d'autres qui se sont un petit peu estompées au fur et à mesure du temps. Par la force des choses, pour certains. Celle d'Alec Baldwin, par exemple. Sa carrière a vraiment décollé avec Beetlejuice, mais elle est chargée de beaucoup de genres et de succès différents. À la poursuite d'Octobre Rouge, Code Mercury, Pearl Harbor, Aviator, Les Infiltrés, Blue Jasmine et Mission Impossible Rogue Nation et Fallout. Côté télé, il est apparu dans beaucoup de séries et était une des têtes d'affiche de 30 Rocks, et il est un des membres très récurrents du Saturday Night Live où il brille avec ses imitations de personnalités, notamment Donald Trump. Et pour les plus jeunes d'entre vous qui le connaîtraient peut-être pas, mais qui traînent beaucoup sur internet et qui regardent les News People, vous avez forcément entendu parler de lui parce que depuis 2021, il fait l'objet de procès qui sont annulés, puis reconduits, puis annulés, puis reconduits. Parce que justement en 2021, sur le tournage du film Rust, il a accidentellement tué la directrice de la photographie et blessé le réalisateur avec une arme à feu. Alors initialement, ça aurait dû être des balles à blanc, sauf que l'armurière s'est un petit peu emmêlé les pinceaux entre la vraie arme et l'arme à blanc. Alors pourquoi est-ce qu'il y a des vraies armes sur les tournages, j'en ai aucune idée. Ça c'est quelque chose qui me dépasse, mais le fait est que la responsabilité est tombée sur l'armurière. Sauf que pas complètement. Parce que pour une partie de la justice américaine, Alec Baldwin est un peu responsable. En fait, il aurait dû vérifier l'arme et surtout ne pas l'utiliser tant que l'armurière n'était pas là. Une triste affaire à suivre. Gina Davis est connue de... Eh, t'as fait tomber ton escabeau, toi, là, derrière. Donc, elle a joué dans La Mouche aux côtés de Jeff Goldblum, mais elle a débuté avec Tootsie de Sidney Pollack. Elle s'est fait remarquer dans Thelma et Louise, L'île aux pirates de Rennie Harlin, qui a été un four à l'époque. Elle était la maman de Stuart dans Stuart Little, et tout récemment, on a pu la voir dans Blink Twice. Ensuite, on a l'idole de nos générations, celui qui, d'une certaine manière, restera à jamais Batman. Celui qui, d'après ses dires, se rappelle de chaque ligne de dialogue du film sur le Chevalier Noir. Michael Keaton. Qui s'appelle en fait Michael John Douglas. Mais pour pas confondre avec Michael Douglas, il s'est fait appeler Michael Keaton, en référence à Buster Keaton. Keaton a éclaté à la fin des années 80 avec Beetlejuice et Batman, mais a eu une traversée du désert qui s'est terminée grâce au film Birdman, qui fait un sacré parallèle avec la carrière de l'acteur. Au cours des décennies, il a joué de tout et avec tout le monde. Il a bondi de Fenêtre sur Pacifique, à Mes doubles, Ma femme et moi, à Jackie Brown, Jack Frost, Very Bad Cops, le remake de Robocop et Need for Speed. Et après Birdman, il a repris le chemin des grands succès, notamment avec Spider-Man Homecoming, des films un peu plus modestes en succès comme Dumbo, et il a joué dans 2 films que je vous conseille vraiment parce qu'ils sont tirés de faits réels, Le Fondateur, sur la création de l'Empire McDonald, et À quel prix, qui parle des assurances chargées d'indemniser les familles qui ont perdu des proches dans les attentats du 11 septembre. Et il a aussi repris son rôle de Batman dans The Flash, qui est sorti en... De toute façon, on s'en fout. Et il a repris son rôle de Beetlejuice dans Beetlejuice. Vient ensuite la Mimi Winona Ryder, qui a connu la consécration elle aussi avec Beetlejuice, et a enchaîné les genres, mais a mine de rien pas mal traîné avec des bébêtes ou des êtres bizarres. Que ce soit dans Edward aux mains d'argent, Dracula de Coppola, Alien la résurrection et bien entendu Stranger Things. Mais dans d'autres genres, elle a joué dans Fatal Games, The Hollander, Star Trek de J.J. Abrams, Black Swan et Les 4 filles du Dr March. Kevin! Vous avez la ref? Frankenstein Jr. J'adore. Bah non, c'est Maman j'ai raté l'avion, bien sûr, dans lequel jouait Catherine O'Hara, c'était la maman de Kevin. Et elle a rempilé pour la suite. Si on laisse de côté le fait qu'elle a fait énormément de doublages, elle a joué dans Famille Allouée, Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, Max et les Maxi-Monstres, la suite de Beetlejuice, et elle était à la tête de la série Bienvenue à Schitt's Creek.
Ensuite, il y a Jeffrey Jones, vu dans Amadeus, La folle journée de Ferris Bueller, Howard the Duck. Il a recroisé Alec Baldwin dans À la poursuite d'Octobre Rouge et Gina Davis dans Stuart Little, qui n'est pas complètement revenu dans Beetlejuice, puisque apparemment depuis 2003, il est inscrit au registre des délinquants sexuels. Il semblerait qu'il aime bien les jeunes garçons. Enfin, les jeunes hommes. Par contre, je dois avouer que la manière dont ils ont fait revenir son personnage sans que lui soit là, c'était plutôt subtil. Mais ça, on en parlera dans l'épisode dédié à Beetlejuice. On voit passer le regretté Glenn Shaddix, disparu trop tôt. Apparemment, il est malheureusement mort à la suite d'une chute à son domicile, qui lui a causé un traumatisme crânien. C'est quand même dommage. On l'a vu dans Demolition Man, La Nuit déchirée et La planète des singes. On voit brièvement passer Robert Goulet, un acteur-chanteur que je connais surtout pour avoir joué dans Y a-t-il un flic pour sauver le président et dans la série Police Squad. Bon, apparemment, il a joué dans plein de séries, mais je les connais pas. Il y a aussi le présentateur de talk show Dick Cavett, un bon présentateur d'ailleurs, de l'époque où on laissait les invités parler quand on leur posait des questions. Et il y a Sylvia Sidney. Alors, c'est une actrice qui a connu son apogée durant la période Strass et paillettes d'Hollywood, c'est-à-dire les années 30, 40, 50. Une période où elle jouait les séductrices au cinéma face à des acteurs de l'envergure de Gary Cooper, Cary Grant ou Henry Fonda. Et à partir des années 50, elle a préféré la télé au cinéma, mais elle est revenue exprès sur le grand écran pour Tim Burton. Et on la reverra dans l'épisode dédié à Mars Attacks. Pour conclure, je vous conseille de voir Beetlejuice si vous ne l'avez pas vu. C'est un film qui appartient vraiment à une époque, qui est un classique d'une époque, qui peut ne pas plaire à tout le monde. Mais vraiment, se faire une opinion de ce film, c'est vraiment intéressant. C'est un véritable mélange à tous les niveaux. C'est un mélange des genres, c'est un mélange des technologies, c'est un mélange scénaristiquement parlant, parce que c'est à la fois drôle, en même temps flippant, c'est très humour noir. Et en même temps, c'est aussi un film qui a un style gothique qui n'appartient qu'à Tim Burton. Et il s'en est servi pour prendre le contre-pied de la mort, pour nous présenter ça d'une manière tellement loufoque que ça vaut vraiment le coup de rentrer dans cet univers. Pour le prochain épisode, je vais vous montrer à ceux qui ont oublié ou à ceux qui ne savent pas, tout simplement, que le premier super-héros noir au cinéma, eh ben c'est pas Black Panther. T'es content? Bof. Ils ont baissé en qualité, je trouve. Ils sont trop commerciaux maintenant. Je m'en fous. On fait quoi pour lui, là? Fastoche. On fait comme dans le film. Regarde et admire. Regarde. Beetlejuice. 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 Je suis admirative. Il y a de quoi. Mais je piche pas, c'est comme ça que ça marche dans le film. Sauf que on n'est pas dans le film. Ah, comment on fait alors? Comment il a dit qu'il s'appelait déjà? Il l'a dit dans la pub. Ah, monsieur propre. Je sais vraiment pas ce que tu ferais sans moi. Pourquoi? Beetleflow. Ah mais oui, Beetleflow. Quels idiots. Beetlejuice. J'ai l'air d'un Beetlejuice. Mon nom c'est Beetleflow. Ah merde. Ah quel con.